Vous souvenez-vous de l'ordre des opérations sur le terrain en cette étape? Revoyons ça ensemble. Voici les 7 étapes. Depuis le début où nous trouvons et confirmons l'unité de résidence jusqu'à la 7e étape où nous interrogeons les SPS du panel et administrons les entretiens de sortie avec les clientes. Vous vous souvenez-vous de l'aide-mémoire que vous aviez avec vous dans l'outil de travail? Nous allons le passer en revue étape par étape. La première étape consiste donc à trouver et à confirmer les unités de résidence de la phase 2, ce que vous avez fait à la phase 3 et vous l'avez très bien fait. Vous avez donc trouvé les unités de résidence de la phase 2, puis vous avez confirmé que vous vous trouviez dans la bonne unité de résidence. Et vous avez trouvé ces unités de résidence en vous basant principalement sur les informations qui vous ont été fournies dans le formulaire de listage de la phase 1. Et avec l'aide de l'application Maps.me, vous avez ensuite mis à jour votre progression sur la liste des unités de résidence de la phase 2 et sur le formulaire de suivi des entretiens. Lors de la deuxième étape, vous interrogez le ménage et les femmes éligibles, y compris les femmes du panel qui vivent dans les unités de résidence de la phase 2. Ainsi, lorsque vous revenez à l'unité de résidence au cours de la phase 3, vous y avez trouvé l'un des nombreux scénarios suivants. Peut-être que le ménage entier de la phase 2 y vivait, ou peut-être que certains membres du ménage, mais pas tous, y vivaient encore. Peut-être qu'un tout nouveau ménage y vivait, ou peut-être que plusieurs nouveaux ménages y vivaient. Ou peut-être avez-vous trouvé une résidence détruite, voire inhabitée, ou une unité de résidence convertie en espace commercial. Dans le premier cas, si quelqu'un vivait dans la résidence, qui n'est donc ni détruite, ni inhabitable, ni transformée en locaux commerciaux, vous avez trouvé quelqu'un qui y vivait. Que faites-vous? Eh bien, vous soumettez le ménage à l'enquête COVID-19 si nécessaire. Ensuite, vous administrez le questionnaire ménage, même si ce ménage n'est pas celui qui y vivait là lors de la phase 2. S'il y avait plusieurs nouveaux ménages, si l'unité de résidence de la phase 2 contenait plusieurs ménages et que l'un d'entre eux était le ménage initial de la phase 2, vous n'interrogiez que ce ménage initial. Si, au contraire, l'unité de résidence de la phase 2 contenait plusieurs ménages lors de votre passage au cours de la phase 3 et qu'il y avait des femmes du panel dans ces ménages multiples, vous avez interrogé chacun des ménages dans lesquels vivaient ces femmes du panel. Ou, si au contraire, l'unité de résidence de la phase 2 contenait plusieurs résidences et qu'aucune d'entre elles n'était la résidence d'origine de la phase 2, vous avez alors contacté votre superviseur qui a choisi au hasard l'un des ménages que vous avez ensuite interrogé. Si l'une des femmes du ménage figurait sur la liste des femmes du panel de la phase 2, vous avez administré à ces femmes un questionnaire de suivi, le QSF. Et s'il y avait des femmes dans le ménage que vous n'avez pas interrogées lors de la phase 2 et qui étaient éligibles pour recevoir le questionnaire femmes, ce qui signifie qu'elles étaient âgées de 15 à 49 ans et qu'elles figuraient dans la liste des ménages. Vous avez ensuite administré un questionnaire de base femmes à chacune de ces nouvelles femmes éligibles. Cela inclut les femmes qui avaient peut-être 14 ans et qui figuraient dans la liste des ménages au cours de la phase 2 parce qu'elles sont désormais éligibles. Les femmes qui avaient 49 ans au moment de l'interview de la phase 1 n'ont pas reçu l'enquête de panel au cours de la phase 2 car elles avaient 50 ans au cours de la phase 2 et n'étaient donc pas éligibles pour ce questionnaire femmes. En général,
Les ménages des unités de résidence transversales de la phase 2 ont été inclus dans l'échantillon de l'enquête transversale, ce qui signifie que le ménage a été pris en compte dans le nombre total de ménages par ZD que vous avez complété pour l'enquête transversale. Si au cours de la phase 3, vous n'avez pas trouvé une femme du panel dans l'unité de résidence, vous avez essayé de déterminer son emplacement et de savoir si elle était dans l'unité de résidence. Vous avez essayé de déterminer sa localisation et de savoir si elle se trouvait toujours dans la zone d'étude. Vous appelez alternativement si vous avez son numéro de téléphone de la phase 2. Vous parlez au résident actuel de l'unité de résidence de la phase 2. Vous parlez peut-être à des voisins qui savaient où elle allait. Et si elle se trouvait toujours dans la zone d'étude, vous l'avez noté dans votre formulaire de suivi des unités de résidence de la phase 2 et des entretiens. Ensuite, vous avez essayé de la localiser et de l'interroger, ainsi que son nouveau ménage. Pas tout à fait, mais vous l'avez fait au cours de la 6e étape que nous allons aborder. D'accord, vous vous souvenez de la dernière partie où vous êtes peut-être revenu à la phase 3 et où toute l'unité de résidence était vacante? Eh bien, une UR vacante signifie qu'il s'agit toujours d'une UR, mais que plus personne n'y habite. Rappelez-vous, il s'agit d'un changement dans la phase 3. Nous ne marquons plus cette résidence comme perdue pour le suivi, comme nous le faisions dans la phase 2, mais nous nous assurerons de revenir à cette résidence à l'avenir parce que quelqu'un pourrait venir y vivre. Les unités de résidence vacantes constituent donc un cas particulier et ne sont pas considérées comme perdues de vue. Et vous n'allez pas remplacer ces unités de résidence vacantes à l'étape 5. Nous allons en fait essayer d'y revenir à la phase suivante parce que quelqu'un pourrait y vivre à l'avenir. Mais quand vous avez quand même essayé de déterminer l'emplacement des femmes du panel qui se trouvent dans cette unité de résidence à la phase 2, vous avez parlé aux voisins, vous appelez leur téléphone. Et, au fur et à mesure, vous réalisiez ces différents entretiens avec les ménages et les femmes, vous mettiez à jour votre progrès sur la liste des unités de résidence de la phase 2 et sur le formulaire des entretiens. Qu'en est-il si l'unité de résidence a été détruite, n'a pas été retrouvée ou n'a pas été réaffectée? Dans ce cas, l'unité de résidence est considérée comme perdue et ne peut faire l'objet d'un suivi. S'il a été détruit, il n'a peut-être pas pu être retrouvé. Il a été transformé en quelque chose qui n'était plus une résidence, un magasin ou un autre espace commercial. Pour tous ces scénarios, cependant, vous avez peut-être fini par remplacer cette résidence à l'étape 5. Nous verrons quand nous arriverons à l'étape 5. Mais, à tout le moins, vous avez essayé de déterminer l'emplacement des femmes du panel qui se trouvaient dans cette résidence à la phase 1 et vous parlez au voisin, vous appelez son numéro de téléphone, vous essayez de la localiser de sorte que nous puissions lui parler à l'étape 5. Que s'est-il passé lors de la 3e étape? Souvenons-nous de ce que vous avez fait au cours de la phase 3. Vous avez essayé de trouver ces ménages et ces femmes. Vous avez fait ce que vous pouviez au cours de ces étapes 1 et 2. Puis, à l'étape 3, vous avez fait une pause pendant que les gestionnaires de données reliaient et nettoyaient vos données. Vous avez donc rendu compte à votre superviseur en lui remettant votre formulaire de suivi des entretiens.
Ils ont ensuite travaillé avec les gestionnaires de données pour déterminer le nombre d'unités de résidence dans votre ZD qui ont été perdues de vue pour le suivi et qui ont nécessité un certain nettoyage des données par vos gestionnaires de données. Pour certaines ZD, cela a pris un peu de temps. Pour d'autres, ils ont pu passer rapidement à l'étape suivante. Quoi que vous ayez fait, quel que soit le temps que cela a pris, vous n'avez pas procédé aux autres étapes avant d'avoir obtenu l'approbation de votre superviseur. À l'étape 4, vous avez procédé à la cartographie et à l'établissement de la liste en suivant le même processus standard que pour toutes les autres séries de collecte de données de l'enquête PMA. La seule différence est que vous avez terminé cette phase du travail sur le terrain après avoir visité toutes les unités de résidence de la phase 2 aux étapes 2 et 3. Rappelez-vous qu'au cours de la phase 2, nous avons modifié l'ordre des opérations sur le terrain pour faciliter le nettoyage et l'analyse des données, ainsi que pour rendre votre travail plus efficace. Et nous utilisons cet ordre des opérations depuis lors. Vous avez donc noté les unités de résidence où vous avez déjà mené des entretiens lors des étapes 1 et 2. Puis, à la 5e étape, vous avez fait une pause pendant que votre superviseur sélectionnait des unités de résidence pour remplacer celles qui avaient été perdues. Selon le nombre d'unités de résidence perdues pour le suivi, votre superviseur a peut-être sélectionné de nouvelles unités de résidence à inclure dans l'enquête. Il est possible qu'il ne l'ait pas fait. À l'étape 6, vous avez interrogé le ménage résidant dans les nouvelles unités de résidence sélectionnées, les femmes du panel vivant dans les résidences du panel P2 et les femmes du panel ayant déménagé entre P2 et P3. Examinons le cas de ces nouvelles résidences sélectionnées. Votre superviseur les a sélectionnées et vous en a informé. Et vous êtes allé administrer un questionnaire ménage au ménage de chacune de ces nouvelles résidences sélectionnées, ainsi qu'un questionnaire de base pour les femmes à toutes les femmes éligibles dans ces ménages, conformément aux procédures standards de PMA. La deuxième partie de l'étape 6 concerne les femmes du panel vivant dans les unités de résidence de panel de la phase 2. Vous interrogez les femmes du panel qui ont déménagé entre P1 et P2, mais qui vivent toujours là où elles vivaient en phase 2, dans ce que nous appelons désormais une résidence du panel. Vous administrez un questionnaire ménage et un questionnaire de suivi femme à la femme du panel. Il y a aussi des femmes du panel qui ne vivent plus dans les unités de résidence P2. Si une femme du panel ne vit plus dans une unité de résidence de la phase 2, mais qu'elle habite toujours dans la zone d'étude, vous devez la retrouver pour poursuivre son histoire. Une fois que vous l'aurez trouvée, vous ferez passer un questionnaire ménage à son nouveau ménage, puis vous lui ferez passer un questionnaire de suivi femme. La règle empirique en matière de relocalisation d'une femme du panel est d'essayer un maximum de 6 tentatives au total, 3 visites en personne et 3 appels téléphoniques avant de déterminer qu'elle est en fin de suivi. À la 7e étape, vous avez interrogé les points de prestation de service du panel et vous avez administré les entretiens de sortie avec les clients. Rappelez-vous que les superviseurs ont assuré le suivi et l'entretien avec les SPS publics qui desservent les ZD et que vous et vos collègues ER avez assuré le suivi et l'entretien avec les SPS privés que vous aviez interrogés au cours des cycles précédents.
Si vous avez découvert de nouveaux SPS privés au cours de la cartographie et de l'établissement de la liste, vous leur avez administré une enquête de base sur les SPS à cette installation. Et si votre ZD comptait plus de 3 SPS privés, c'est votre superviseur qui a sélectionné les 3 que vous deviez interroger. N'oubliez pas que les questionnaires SPS de base et de suivi sont les mêmes dans le formulaire ODK. Arrêtons-nous une seconde de plus pour passer en revue cette conception. Rappelez-vous, nous avons parlé des enquêtes transversales qui nous donnent un aperçu de la population à un moment donné. Nous avons également parlé des enquêtes par panel qui permettent de raconter l'histoire des femmes à intervalles réguliers. Dans les phases 2 et 3 de PMA, nous avons fait les deux en même temps. Nous avons également parlé d'une unité de résidence transversale, c'est-à-dire une unité de résidence que nous avons choisie pour avoir une base de sondage. Nous l'avons choisie dans la phase 1 et nous l'avons choisie comme remplacement dans la phase 2 ou la phase 3. Nous avons également parlé d'une unité de résidence du panel qui est une unité de résidence que nous visitons parce qu'une femme du panel y a emménagé. Nous l'avons suivie pour la première fois en phase 2 ou en phase 3. Au cours de la phase 3 de PMA, nous avons donc continué à suivre à la fois l'unité de résidence transversale et la femme du panel. L'unité de résidence transversale et la femme du panel dans les unités de résidence transversale parce que, tout comme auparavant, les enquêtes transversales et les enquêtes par panel fournissent différents types d'informations. Les deux sont essentiels pour que les décideurs politiques puissent prendre des décisions éclairées. Enfin, les opérations sur le terrain se sont déroulées en 7 étapes. Depuis la recherche et la confirmation de l'unité de résidence transversale de la phase 2 à la première étape, jusqu'à l'entretien avec les ménages et les femmes éligibles vivant dans ces unités de résidence de la phase 2 à la deuxième étape. À la phase 3, vous avez fait une pause pendant que vos gestionnaires de données reliaient et créaient les données. À l'étape 4, vous êtes passé à la réalisation de la cartographie et de la liste. À l'étape 5, vous avez fait une pause pendant que les superviseurs sélectionnaient les unités de résidence pour remplacer les unités de résidence perdues au cours du suivi. À l'étape 6, vous avez interrogé les ménages résidant dans les nouvelles unités de résidence sélectionnées et les femmes du panel qui ne vivent plus dans leurs unités de résidence de la phase 2. Enfin, à l'étape 7, vous avez interrogé les SPS du panel et vous avez administré les entretiens de sortie des clientes.